Bon, je crois que nous sommes en ligne. C'est bien ça? Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Donc, je suis Isabelle Guénaud, je suis chargée de mission au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRIETS, qui s'est mise en place début avril et qui résulte, on va dire, grosso modo, de la fusion des anciennes directes et des anciennes directions de la cohésion sociale. Donc, avant de donner la parole à Marussia Krawek de la RAT Île-de-France, je vais introduire ce webinaire de présentation de GEPP dans le cadre des transitions collectives en quelques mots. Alors, tout d'abord, rappelons que le dispositif a été lancé fin 2020 par la ministre du Travail et qu'il est fortement soutenu par les partenaires sociaux. Il doit permettre à des salariés occupant des emplois fragilisés de se reconvertir grâce à une formation qui peut atteindre 24 mois vers des métiers porteurs. Il s'agit donc de sécuriser les parcours des salariés en occupant des emplois fragilisés en leur évitant de passer par la case demandeur d'emploi. Donc ça, c'est la philosophie générale du dispositif. Et s'agissant plus particulièrement de l'accord de gestion de l'emploi et des parcours professionnels, dit accord de GEPP, je voudrais insister sur deux points plus particulièrement. Donc, tout d'abord, rappeler qu'on est bien dans une démarche qui repose sur le volontariat du salarié. Mais néanmoins, c'est un volontariat qui s'inscrit dans le cadre d'un contexte plus global de cadre collectif conçu et partagé par les partenaires sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle l'accord de GEPP est bien un point de passage obligé pour permettre à des salariés de pouvoir bénéficier de cette possibilité de reconversion. C'est le point d'entrée dans le dispositif. Et c'est d'ailleurs, on peut rappeler, pour souligner ce point-là, que, lorsque la DRIETS ou les DETS vont enregistrer cet accord de GEPP, nous effectuons uniquement un contrôle de conformité, mais nous n'examinons pas l'accord sur le fond qui relève bien du champ du dialogue social. Donc ça, c'était le premier point que je souhaitais rappeler autour de cet accord de GEPP transition collective. Le deuxième point sur lequel il me semble important d'insister, c'est que même si cet accord est obligatoire, la préoccupation du législateur, même si c'est en fait plutôt une instruction, a bien été de rendre cet accord de GEPP accessible à toutes les entreprises et notamment aux petites et moyennes entreprises. C'est la raison pour laquelle il a été conçu, proposer un modèle d'accord de GEPP simplifié pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc voilà, je voulais rappeler ces quelques points avant de donner la parole à Marussia. Je tiens aussi à rappeler que donc là, on est dans une première étape. C'est une session qui s'adresse aux conseillers des entreprises de manière à un petit peu leur expliquer et resituer ce qu'est un accord de GEPP globalement, mais surtout un accord de GEPP transcro. C'est la première étape d'une démarche plus globale où dans un deuxième temps, on a prévu aussi un programme d'accompagnement destiné cette fois-ci directement aux entreprises et aux partenaires sociaux. Et cette démarche qui fait un zoom en quelque sorte sur l'accord de GEPP s'inscrit elle-même dans un plan de sensibilisation et d'explication de ce que sont les transitions collectives plus larges, puisqu'il vient en complémentarité d'actions de sensibilisation qui ont déjà été conduites, animées, à la fois par l'association Transition
professionnels, pardon, l'association Transition Pro qui est l'acteur essentiel de ce dispositif de transition collective, et puis les OPCO et déjà aussi certaines plateformes qui se mettent en place en Île-de-France et qui ont aussi pour rôle d'accompagner les entreprises dans le déploiement de ce dispositif de transition collective. Donc, c'est bien quelque chose qui vient compléter ce panorama et ce programme de sensibilisation et d'explication de ce que sont les transitions collectives. Voilà, je laisse maintenant la parole à Marussia Krawek de l'ARACT Île-de-France. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, je suis Marussia Krawek, chargée de mission à l'ARACT Île-de-France. L'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui fait partie du réseau ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Réseau qui a pour ambition, comme son nom l'indique, de promouvoir et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés, en agissant notamment sur les relations professionnelles et l'organisation du travail. Nous sommes un réseau paritaire, donc nos associations sont administrées par les organisations représentatives des employeurs et des salariés. Nos financements sont principalement issus des pouvoirs publics et notre cible de prédilection sont les TPE-PME franciliennes. Alors, on a un programme dense pour ce webinaire, puisque nous avons donc ces différents points qui s'affichent à l'écran à traiter en 1 heure. Autant vous dire qu'on ne pourra pas traiter de façon développée tous ces points. En revanche, le webinaire est structuré autour de fiches outils auxquels vous pourrez bien évidemment vous reporter à l'issue de ce webinaire. Et puis, comme l'a indiqué Isabelle Guénaud, nous avons prévu différentes actions qui vous permettront de vous appuyer sur l'ARACT si vous le souhaitez pour approfondir et pour continuer à favoriser le déploiement du dispositif. Donc, les points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, on va revenir sur les enjeux de la négociation de l'accord GEPP Transco, notamment en s'appuyant sur un argumentaire à destination des dirigeants de TPE, PME et éventuellement des salariés. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec le contenu d'un accord GEPP Transco pour les entreprises de 300 salariés et plus et pour les entreprises de moins de 300. Nous verrons ensemble les différents acteurs de la négociation et ses modalités selon différents critères en fonction des interlocuteurs et des entreprises que vous avez en face de vous. Nous aborderons enfin le déroulement de la négociation GEPP en PME à travers différents points. Je vous présenterai l'appui que propose l'ARACT pour donc favoriser le déploiement des accords GEPP dans le dispositif Transco. Et puis, nous avons prévu un temps de questions-réponses d'une dizaine de minutes en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via le chat pour que nous tentions d'y répondre à l'issue de celui-ci. Alors, on va donc commencer par les enjeux de la négociation d'un accord de GEPP pour les TPE-PME notamment. Alors, on peut identifier quatre grands objectifs à une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels. Le premier, c'est identifier les besoins en ressources humaines actuelles et futures d'une entreprise en fonction de ses évolutions économiques, mais aussi de la stratégie de l'entreprise. Deuxième grand objectif, anticiper l'évolution des emplois d'un point de vue quantitatif en termes d'effectifs et puis d'un point de vue qualitatif en termes de compétences. Troisième enjeu, adapter les compétences des salariés en fonction justement des besoins RH identifiés. Et enfin, quatrième enjeu, favoriser les mobilités des salariés, que ce soit en interne et en externe. Alors, une fois qu'on a dit ça, en général, on n'a pas convaincu le dirigeant de TPE-PME qui, la plupart du temps, a d'autres priorités et qui donc s'interroge sur l'opportunité de négocier un accord qui peut lui paraître une contrainte supplémentaire dans son environnement. C'est pourquoi on vous propose une première fiche outil qui est un argumentaire donc à destination des dirigeants d'entreprise, plutôt des TPE, PME, mais là aussi, ça peut s'adresser éventuellement à des dirigeants de structures un peu plus importantes. Cette fiche outil, elle est structurée autour de 2 types d'arguments. Des arguments plutôt sur le fond, c'est-à-dire
l'enjeu, l'intérêt d'un accord de GEPP, et puis des arguments plutôt sur la forme, à savoir l'enjeu de la négociation, du dialogue social et finalement de l'implication de ses partenaires, quels qu'ils soient, dans la mise en place de l'accord GEPP. N'hésitez pas, c'est une fiche qui est forcément pas exhaustive, donc n'hésitez pas à compléter si vous avez des arguments complémentaires à ajouter dans le chat. Hein, on pourra tout à fait les intégrer au fil du temps. On est sur des fiches outils qui sont évolutives, bien évidemment. Donc, le premier argument qu'on va pouvoir utiliser en tant que conseiller d'entreprise, c'est que effectivement, si on veut bénéficier du dispositif Transco, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut négocier, en tout cas aujourd'hui, un accord GEPP. Bon. Premier argument à valoriser. Deuxième argument, souvent on a une résistance de la part des dirigeants de PME qui craignent un peu tout ce qui renvoie à la négociation, qui ont souvent le sentiment que c'est quelque chose de très bureaucratique, de complexe, etc. Et c'est vrai que s'appuyer sur des exemples, c'est souvent quelque chose qui fonctionne bien avec les dirigeants de PME. Et on a aujourd'hui, il y a peu d'accords GEPP Transco qui ont été déposés au niveau de l'ADRIET en Ile-de-France, mais il y en a quand même. Et dans les 6 accords déposés, on a un accord déposé par une entreprise qui ne dispose que d'un seul salarié. Je vous présenterai l'exemple tout à l'heure. Donc, c'est une bonne façon, je pense, là aussi, de rassurer les autres dirigeants en leur disant que ça a déjà été fait, que c'est possible et que c'est pas si compliqué. Troisième argument que l'on peut mobiliser, souvent il y a une crainte vis-à-vis de la GEPP ou de la GPEC de la part des dirigeants qui nous disent mais moi je sais pas. Alors a fortiori en ce moment en plus avec la crise sanitaire et donc toute l'incertitude que cela engendre, les dirigeants ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire de GEPP tout simplement parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et ce qu'il faut leur dire, c'est que la GEPP, c'est pas prédire l'avenir. On n'est pas sur une boule de cristal, on est au contraire sur la construction de l'avenir. Donc, j'ai presque envie de dire que plus l'environnement est incertain, plus le dirigeant a intérêt à négocier un accord GEPP avec ses partenaires sociaux, quitte à identifier plusieurs scénarios en fonction des différentes évolutions possibles. Quatrième argument, l'accord GEPP Transco, Isabelle a insisté dessus, hein, pour les moins de 300 salariés, c'est vraiment un accord qui est adapté aux TPE-PME. Il y a un modèle dans les annexes de l'instruction de janvier 2021 qui est extrêmement simple et qui a d'ailleurs été mobilisé par les petites entreprises qui ont déposé des accords. Donc on est vraiment sur un accord simple et opérationnel, concret pour les petites entreprises. Sur la partie plutôt dialogue social, donc l'enjeu en fait de négocier, que ce soit selon les cas de figure, avec les délégués syndicaux, avec le CSE, avec les salariés directement, cette négociation avec ses partenaires vont permettre de sécuriser le contenu de l'accord GEPP, tout simplement parce qu'il va se fonder sur le travail réel. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer les évolutions en laboratoire ou dans son bureau seul, on va s'appuyer sur les expériences de ses collaborateurs et sur la façon dont eux envisagent l'impact des évolutions sur leur propre métier. Il y a un dirigeant qui me disait, et je trouve que c'est tout à fait juste, c'est ceux qui font qui savent. C'est un peu l'idée de l'implication de ces partenaires dans la négociation GEPP. Négocier un accord GEPP, donc avec là aussi, selon les cas de figure, ces différents interlocuteurs, ça va permettre d'enrichir tout simplement et d'élargir les solutions trouvées. Là, on est sur du bon sens. Hein. En général, on a plus d'idées quand on est plusieurs que quand on est tout seul à décider dans son coin. Donc, c'est un peu cette logique qui est à valoriser. Négocier un accord GEPP avec ses partenaires, ça peut aussi rassurer les salariés parce que ça leur montre qu'on n'est pas sur un accord d'en haut, sur une décision unilatérale de l'employeur, mais bien sur une réflexion qui a été menée avec les principaux intéressés. Et puis, impliquer les délégués syndicaux, le CSE ou les salariés dès la négociation de l'accord GEPP, c'est d'ores et déjà les mobiliser éventuellement pour la suite du dispositif Transco ou d'ailleurs pour la suite de tout autre dispositif qui pourrait être mobilisé dans ce cadre-là. Alors, vous avez également la fiche outil à destination, cette fois, des élus et des salariés, parce qu'on se rend compte que parfois, hein, les dirigeants, notamment dans les plus petites structures, sont confrontés à un refus
de négocier de la part du CSE, par exemple, ou même de la part des salariés si on est sur une consultation directe, on va y revenir. Donc, on propose cet argumentaire qui peut être directement diffusé aux dirigeants, qui s'appuie sur les mêmes arguments globalement que ceux qu'on a développés à destination des dirigeants, sauf qu'il est tourné à destination des salariés, avec un argument supplémentaire qui est ajouté en vert, en gras, en fin de page, qui est que nous avons réalisé plusieurs retours d'expérience auprès de CSE de petites et moyennes entreprises en Île-de-France au moment de la mise en place du CSE. Et ce qu'on a observé, c'est que dans toutes les entreprises où les CSE ont été amenés à négocier pour la première fois, la plupart du temps, avec leurs dirigeants, ça a complètement modifié l'intérêt qu'ils accordaient, et ça a modifié positivement l'intérêt qu'ils accordaient à leurs fonctions. Donc la négociation est souvent très bien vécue par les CSE et comme un élément vraiment enrichissant de leur casquette de représentants du personnel. Voilà pour les argumentaires à présenter pour tenter de convaincre ou d'encourager en tout cas les dirigeants et ou les salariés un peu réfractaires à cette négociation. On va maintenant rentrer dans le contenu d'un accord GEPP. Alors pour ce faire, on va partir des accords les plus complexes, donc des accords qui sont ceux des entreprises de 300 salariés et plus, pour aller vers les entreprises, les accords des entreprises de moins de 300 salariés qui, comme vous allez le voir, sont beaucoup plus simples et succincts. Alors, le contenu, vous avez ici une représentation du contenu standard d'un accord de GEPP dans une entreprise de 300 salariés et plus. Donc, cet accord GEPP comporte des mentions obligatoires qui sont rappelées ici. Alors, comme vous le savez, sûrement depuis 2017, la GEPP a remplacé la GPEC qui existait antérieurement. Donc, c'est un outil de structuration de la politique sociale de l'entreprise et ça fait partie des négociations obligatoires, je vais y revenir, dans les entreprises de 300 salariés et plus. Donc, le contenu d'un accord GEPP dans les entreprises de 300 salariés et plus comporte le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est mis en place dans l'entreprise et notamment tous les outils, moyens d'accompagnement de ce dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que ce soit en matière de formation, d'abondement du CPF, etc. Deuxième rubrique, tout ce qui renvoie aux conditions de la mobilité géographique ou professionnelle interne à l'entreprise. Troisième item, tout ce qui renvoie à la politique de formation de l'entreprise et notamment toutes les questions autour des orientations, des grandes orientations de la politique de formation dans l'entreprise à 3 ans, notamment les catégories de salariés et d'emplois principalement concernés par le plan de formation, les conditions d'abondement du CPF par l'entreprise. Quatrième item, les perspectives de recours aux différents contrats de travail et notamment tous les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour limiter le recours aux emplois précaires. Le cinquième item concerne les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise qui impactent les métiers, emplois et compétences des entreprises sous-traitantes. Et enfin, le sixième item qui a aussi été ajouté à l'issue des ordonnances en 2017, qui concerne le déroulement de carrière exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Donc là, on est sur le contenu standard d'un accord GEPP sur les mentions obligatoires. Dans ces accords GEPP, toujours dans ces mêmes entreprises, vous avez des mentions facultatives, tout ça est rappelé dans le Code du travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mentions facultatives parce que ce n'est pas vraiment l'objet du dispositif, de l'accord GEPP dans le dispositif Transco. Je vous alerte juste sur le fait que dans ces mentions facultatives, est ajoutée la possibilité donc de traiter la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques ou technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dispositif Transco, toutes les entreprises de 300 salariés et plus sont censées négocier au moins une fois tous les 3 ou 4 ans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que selon les situations, selon le dialogue social et les négociations dans les entreprises de 300 salariés et plus ayant une section syndicale ou un délégué syndical sont censés négocier un accord GEPP tous les 3 ou 4 ans. Il est donc possible
que dans les entreprises que vous accompagnez, vous ayez un interlocuteur qui dispose d'ores et déjà d'un accord de GEPP. Si son accord comporte la liste des emplois fragilisés, donc globalement comporte cette mention facultative, l'entreprise ne sera pas obligée de négocier à nouveau pour mobiliser le dispositif Transco. Donc, un accord de GEPP existant peut tout à fait être utilisé dans le dispositif de GEPP Transco sous réserve qu'il intègre bien la liste des emplois fragilisés. En revanche, si cet accord ne comporte pas la liste des emplois fragilisés, une nouvelle négociation va devoir être mise en place et va donner lieu à un avenant qui viendra compléter l'accord initial avec la fameuse liste des emplois fragilisés. Donc là, on est sur le cas de figure le plus complexe, entre guillemets, puisqu'on s'adresse à des entreprises qui ont en général aussi sont en capacité finalement de négocier et de traiter de ces sujets. En ce qui concerne les entreprises de moins de 300 salariés, donc là, on a un dispositif qui est simplifié, qui a été repris. Donc là, ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont les items que vous retrouvez dans l'annexe de l'instruction sur Transco du ministère du Travail, qui indique donc que les entreprises de moins de 300 salariés doivent négocier un accord de GEPP qui peut se résumer à la liste des emplois fragilisés. Donc, en fait, c'est les mentions obligatoires que vous voyez apparaître ici. L'objet de l'accord, de quoi on parle, le champ d'application de l'accord, on va y revenir, ça c'est un item qui est très important, donc est-ce qu'on est au niveau du groupe, de l'entreprise, de l'établissement. Le sujet principal, l'identification des métiers fragilisés à moyen terme dont les salariés pourront bénéficier du dispositif Transco. Et ensuite, on est sur des items qu'on retrouve classiquement dans tous les accords d'entreprise. Donc, la durée de l'accord, les modalités de suivi de l'accord, les modalités d'adhésion, la révision de l'accord. La modification de la législation, c'est dans le cas où le dispositif Transco serait amené à évoluer, donc c'est intégré dans l'accord. Et enfin, les modalités de publicité et de dépôt. Donc ça, c'est le minimum que doit comporter un accord de GEPP dans les entreprises de moins de 300. Je vous présenterai, comme je vous l'ai dit, un exemple pour que vous puissiez vraiment vous représenter la façon dont ça peut être présenté, là encore, aux entreprises. Dans cet accord de GEPP, dans l'annexe qui est proposée dans l'instruction, sont évoquées 3 mentions facultatives qui concernent la situation économique actuelle de l'entreprise, les perspectives d'activité de l'entreprise à moyen terme et la stratégie de l'entreprise, et les perspectives de l'emploi de l'entreprise à moyen terme. Ces mentions facultatives sont absolument essentielles pour faire une bonne GEPP. Donc, je vous conseille vivement, si vous êtes amené à accompagner, à conseiller une entreprise qui aurait à négocier un accord GEPP Transco, de s'appuyer sur ces mentions facultatives pour construire sa GEPP, sauf dans les cas de figure où on est vraiment sur une très petite entreprise qui sait pertinemment la liste des métiers fragilisés, qui n'a pas besoin finalement d'opérer un diagnostic avec les éléments que je viens de citer et qui donc peut se contenter d'aller directement à l'essentiel et donc de remplir l'accord GEPP avec les mentions obligatoires. Mais en dehors de ce cas de figure-là, on a vraiment tout intérêt, j'y reviendrai par la suite, à s'appuyer sur les 3 items non obligatoires de l'accord GEPP Transco pour faire de la vraie GEPP sans pour autant faire une usine à gaz. Alors, sur la question du niveau de maille, souvent c'est une question qui nous est posée. Il y a certains accords qui peuvent être mobilisés au niveau de la branche, de la filière ou du territoire et qui exonèrent entre guillemets les entreprises de l'élaboration, de la négociation de ces accords-là. Aujourd'hui, au niveau des accords GEPP Transco, il n'y a pas d'accord de branche, de filière ou de territoire pour le moment. C'est une question qui est en cours d'instruction au ministère, donc il est possible que ça évolue dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce type d'accord n'exonère pas évidemment la concertation et le dialogue au niveau des entreprises. En ce qui concerne le niveau de
du périmètre de l'accord GEPP. La négociation GEPP Transco peut avoir lieu au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement. En revanche, il est absolument indispensable que dans l'accord GEPP soit précisé de façon très explicite le périmètre de cet accord et donc les établissements, entreprises ou groupes concernés par l'accord, tout simplement parce qu'il y a un enjeu, comme vous le savez, au niveau de la mobilité, que ce soit régionale ou même éventuellement interrégionale. Donc, il est absolument indispensable au pouvoir public de repérer le périmètre concerné par l'accord qui a été négocié et déposé. Alors, on va maintenant passer aux acteurs du dialogue social et à leur rôle. Alors, c'est la partie peut-être la plus technique de ce webinaire. On va rentrer par un outil que nous avions élaboré avec la Direct, donc la DRIETS aujourd'hui, en 2018, qui est toujours d'actualité et qui, de façon synthétique, schématise normalement tous les cas de figure auxquels vous pourriez être confrontés, donc toutes les situations dans lesquelles les entreprises que vous accompagnez peuvent se trouver, afin de repérer tout de suite les bonnes modalités, les bons acteurs du dialogue social pour négocier son accord de GEPP Transco. La première question à se poser, c'est: est-ce que l'entreprise que j'accompagne comporte des délégués syndicaux ou non? C'est vraiment la clé d'entrée. Si votre entreprise a des délégués syndicaux en interne, on a un monopole, donc on commence par la lecture du tableau à gauche, entreprise avec délégué syndical. Dans ces cas-là, il y a monopole des organisations syndicales pour la négociation, et l'accord est validé si les syndicats signataires ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Si ce n'est pas le cas, il faut que les organisations syndicales signataires aient recueilli 30% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles. Et dans ce cas de figure, on doit quand même organiser une consultation auprès des salariés et il faut que plus de 50% des salariés valident l'accord de GEPP. Donc ça, c'est pour le cas de figure entreprise avec délégué syndical. Pour les entreprises sans délégué syndical, on a 3 situations distinctes. Pour toutes les entreprises de moins de 11 salariés et pour toutes les entreprises de moins de 20 salariés sans représentation du personnel, donc sans CSE, l'employeur peut aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté depuis les ordonnances de 2017, l'employeur peut proposer à ses salariés un projet d'accord sous forme de consultation. Donc l'accord GEPP peut être négocié directement auprès des salariés de l'entreprise pour toutes les entreprises de moins de 11 salariés et toutes les entreprises de moins de 20 salariés sans représentation du personnel. Dans ces cas-là, l'accord est validé si le projet est approuvé par la majorité des 2/3 des salariés. Deuxième situation, donc pour les entreprises sans délégué syndical, ce sont les entreprises de 11 à 49 salariés, donc avec ou sans représentants du personnel. Là, il y a 2 possibilités qui s'offrent à ces entreprises, qui s'offrent à l'employeur. C'est l'employeur qui peut choisir le cas de figure, la situation qui lui conviendra le mieux. Soit elle négocie avec des salariés qui ne sont pas élus et qui vont être mandatés par une organisation syndicale. Je vais rapidement revenir sur la question du mandatement. Soit elles peuvent négocier, si elles ont un CSE, avec leurs élus du personnel, donc les membres du CSE, qu'ils soient mandatés ou non mandatés par une organisation syndicale. Dans le premier cas de figure, si elle négocie avec des salariés non élus ou mandatés par une organisation syndicale, l'accord doit être validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Donc, il va falloir organiser une consultation. En revanche, si elle négocie directement avec leur CSE, l'accord est validé s'il est signé par les membres du CSE qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Donc, dans ces cas-là, si je négocie avec mon CSE, je n'ai pas besoin d'organiser une consultation plus large auprès des salariés de l'entreprise.
Et enfin, le dernier cas de figure, on est sur les entreprises d'au moins 50 salariés. Et dans ces cas-là, on a un ordre de priorité qui est établi. Le premier ordre de priorité, c'est les élus du personnel mandatés par une organisation syndicale. Donc là, c'est plus au choix de l'employeur. Hein, l'employeur est obligé de respecter cet ordre de priorité. Le deuxième ordre de priorité, ce sont des élus non mandatés, donc par exemple le CSE. Enfin, le troisième ordre de priorité, ce sont les salariés mandatés par une organisation syndicale s'il n'y a pas d'élus. Le quatrième cas de figure, je ne le détaille pas parce qu'on est sur un cas de figure qui est a priori extrêmement rare. C'est dans le cas où où l'employeur aurait à négocier avec un représentant de la section syndicale et c'est sous certaines conditions. Ce qu'on a vu avec la Driette, c'est que si vous étiez confronté à ce genre de situation, dans ces cas-là, vous pourriez contacter la Driette pour qu'elle vous donne les éléments nécessaires. Dans le cas dans la situation 1 et 3, donc élus du personnel mandaté par une organisation syndicale et salariés mandatés si aucun élu, l'accord est valide s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Donc ça veut dire que là encore, il va falloir organiser une consultation. Dans l'autre cas, si l'employeur négocie directement avec ses élus non mandatés, l'accord est validé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire si les membres, il est validé si les membres du CSE représentaient la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Voilà, donc là, vous avez le récapitulatif de toutes les situations. Donc, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour repérer dans quelle situation se trouve votre interlocuteur et voir avec le dirigeant de l'entreprise finalement les interlocuteurs qui vont s'offrir à lui pour la négociation de l'accord de GEPP. Alors, je vous ai également préparé des fiches outils sur l'organisation d'un référendum, puisqu'on a vu, hein, donc c'est le référendum consultation, hein, on est sur les mêmes démarches. Là aussi, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur aux employeurs. Pour autant, dans les petites structures, organiser un référendum, c'est pas si compliqué, sachant qu'en plus, vous allez le voir hein, à l'issue à la fin du webinaire, vous avez également des outils types. Probablement que certains d'entre vous disposent d'ores et déjà de ce type d'outils qui vont pouvoir être utilisés directement par les entreprises pour les aider en fait dans la mise en place de cette démarche, donc notamment un PV type de consultation, une lettre d'information type pour salariés de l'organisation d'un référendum, etc. Donc, ce qu'il faut savoir lorsqu'on organise une consultation, un référendum avec ses salariés, il y a quelques règles à respecter. D'abord, on doit procéder au vote dans les 2 mois qui suivent la conclusion de l'accord, maximum, et au minimum 15 jours courants à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Ça veut dire que chaque salarié doit au moins avoir 15 jours pour étudier le projet d'accord qu'il va devoir approuver ou désapprouver. Le vote se déroule classiquement à bulletin secret, obligatoirement pendant le temps de travail, en l'absence de l'employeur pour respecter le secret de la consultation, et par enveloppe physique ou éventuellement bulletin électronique, sachant que pour les bulletins électroniques, c'est un peu plus compliqué en général dans les TPE. L'information aux salariés donc, doit se faire au minimum 15 jours avant le vote. Ces informations doivent comporter les items suivants: le lieu, la date et l'heure du scrutin, le contenu du texte sur lequel porte la consultation, donc là en l'occurrence l'accord GEPP, la question précise qui sera posée lors du référendum. Donc par exemple, approuvez-vous l'accord GEPP proposé? Oui, non, blanc. Les modalités du scrutin qui sont déterminées par, donc c'est l'employeur qui décide des modalités du scrutin et elles sont sous la responsabilité de l'employeur. Et éventuellement, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé, publier la liste des personnes appelées à voter le jour J.
Les résultats du vote doivent être portés à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, puisque l'employeur ne peut pas être présent sur le lieu de la consultation. Donc, en général, on organise un bureau de vote, y compris sur ce type de référendum. Ce qui est conseillé, c'est que les membres du bureau de vote sont le plus jeune et le plus âgé des personnels de l'entreprise. Et ce sont eux qui sont garants du bon déroulement du vote, et ce sont eux qui communiqueront aux dirigeants les résultats de la consultation. La consultation doit faire l'objet d'un procès-verbal, là aussi pour simplifier les choses. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez un modèle type de procès-verbal. Le mieux, c'est de le donner au tenant du bureau de vote le jour, au responsable du bureau de vote le jour de la consultation. Comme ça, ils n'ont qu'à remplir, il y a 2-3 cases à remplir, c'est extrêmement simple, avec le nombre de votants et le nombre de réponses pour savoir si l'accord a été validé ou non validé. Et ce procès-verbal sera ensuite annexé. Alors là, on passe à la question du mandatement d'un salarié. Vous avez vu qu'on a un certain nombre de cas de figure où l'employeur peut être conduit à solliciter les organisations syndicales pour qu'elles mandatent un salarié pour qu'il négocie avec lui l'accord de GEPP. Donc, comment se passe le mandatement d'un salarié? Vous avez quelques éléments de rappel ici. D'abord, ce sont les organisations syndicales représentatives, soit au niveau de la branche, soit à défaut d'arrêté concernant la branche, ça se fait au niveau national interprofessionnel. Donc, au niveau national interprofessionnel, ce sont les organisations syndicales que vous connaissez tous, CFDT, CFTC, CGC, CGT, et FO. Ces organisations syndicales vont donc pouvoir mandater un seul salarié par organisation syndicale représentative, et le salarié mandaté pour négocier avec l'employeur ne doit pas être assimilé à l'employeur en raison de ses pouvoirs. Donc évidemment, ça ne doit pas être l'employeur lui-même, ni apparenté à lui. Donc par exemple, on ne peut pas mandater le fils de l'employeur s'il travaille dans l'entreprise, ou son épouse, ou que sais-je. On est évidemment sur un salarié qui ne doit pas être apparenté à l'employeur. Comment ça se passe concrètement? L'employeur doit informer donc les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Vous avez un lien que je vous ai rappelé ici sur le site du ministère du Travail avec les coordonnées des organisations syndicales par branche. Donc ça, c'est vraiment un outil à transmettre aux employeurs parce que souvent, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Là, ils ont la liste des organisations syndicales à qui ils doivent s'adresser. S'il n'y a pas de décret au niveau de la branche, dans ces cas-là, c'est au niveau de l'interpro, et là aussi, les coordonnées sont rappelées sur le site du ministère du Travail. Donc, l'employeur doit informer les OSR de sa décision d'engager des négociations. Il doit également, s'il dispose d'un CSE, informer les membres du CSE de son souhait d'engager des négociations, et les membres du CSE doivent lui répondre dans le mois s'ils veulent négocier d'une part et s'ils sont mandatés. Le mandat est ensuite donné par écrit, c'est un écrit formel où sont rappelés l'identité du mandaté, l'objet et la durée du mandat, les obligations des parties et la fin du mandat. Il y a des règles de négociation à respecter. Alors, évidemment, dans le cadre d'un mandatement, mais j'ai envie de dire que ce sont des règles qui sont à respecter de toute façon plus largement quand on négocie un accord quel qu'il soit. L'indépendance, évidemment, des salariés mandatés vis-à-vis de l'employeur. S'accorder avec l'employeur sur les informations qui seront diffusées aux salariés mandatés avant la négociation. Vérifier la communication effective de ces informations. Le projet d'accord de négociation doit être élaboré conjointement. Normalement, on n'est pas sur une décision unilatérale de l'employeur, donc on a bien une co-construction du projet d'accord. Intégrer dans la négociation la concertation avec les salariés, et également s'assurer que les salariés mandatés vont pouvoir prendre la tâche des OSR de la branche si besoin. Il faut savoir aussi qu'il y a un temps dédié à cette négociation pour les salariés mandatés qui est de 10 heures par mois. Ce sont des heures payées comme le travail en temps de travail classique à échéance normale, que si ce sont les élus du CSE qui sont mandatés,
ces heures viennent en sus des heures de délégation des membres du CSE et qu'il y a une possibilité de contestation de leur utilisation, hein, comme classiquement en fait devant le juge. Alors, vous avez ici un rappel, là je ne vais pas le détailler, c'est le même déroulé, hein, c'est comment on organise un référendum avec ses salariés quand on a des salariés mandatés pour les négociations, hein. Comme vous l'avez vu dans la fiche de synthèse, quand dans certains cas de figure, hein, si les négociateurs sont des salariés mandatés, l'accord doit être validé par le personnel. Donc, on est exactement sur le même dispositif de consultation que celui que je viens de présenter, avec 3 éléments supplémentaires qui sont rappelés en rouge. D'une part, les salariés mandatés doivent être consultés préalablement sur l'organisation du vote, ce qui n'est pas le cas quand il n'y a pas de salariés mandatés. Dans le cadre de l'information aux salariés, il faut leur rappeler la possibilité qu'ils ont de prendre attache auprès des OSR de la branche. Et enfin, le résultat du vote, et bien évidemment, le PV est adressé aux organisations syndicales des salariés mandatés. Voilà, c'est les spécificités de ce cas de figure. Donc, vous retrouverez évidemment toutes ces fiches outils à l'issue du webinaire. Une dernière fiche outil sur l'aspect acteur, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter en termes de contenu. Vous avez juste un rappel ici des effectifs à prendre en compte pour les négociations parce que parfois, il y a des interrogations, des doutes, hein. Donc, vous avez le rappel ici des effectifs à prendre en considération. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des effectifs habituels de l'entreprise, donc c'est-à-dire les effectifs stables en dehors des variations ponctuelles d'activité. Je vous ai également mis un lien vers un document qui a été produit par le ministère du Travail sur la négociation collective en juillet 2020, qui reprend justement toutes ces modalités de calcul et toutes ces règles un peu complexes parfois à appréhender. Alors, on va maintenant rentrer dans le déroulement de la négociation d'un accord GEPP en PME. Alors, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'est illustrer de façon empirique la façon dont se déroulent en général les négociations dans les PME, hein. Nous, on est amené à en accompagner certaines et à faire des retours d'expérience. Et c'est vrai que souvent, on se fait un monde de la négociation, ça peut paraître très, très formel et en fait, ça l'est absolument pas. Donc voilà, quelques constats tout simples que l'on peut observer. Alors, dans la majeure partie des cas, la direction fournit dès la première réunion de négociation une proposition de texte qui est ensuite discutée avec les délégués syndicaux, le CSE ou éventuellement les salariés selon les situations. C'est ce qui se fait en général, c'est pas pour ça que c'est la bonne idée. Donc nous, c'est pas tout à fait ce qu'on préconise, hein, on va y venir après, mais il faut savoir que dans la majeure partie des cas, c'est comme ça que s'opère une négociation en PME a fortiori. Deuxième point d'alerte, les phases de diagnostic et d'état des lieux sont très souvent extrêmement réduites pour ne pas dire absentes, alors que c'est clairement l'étape la plus importante et que là aussi, sans forcément monter un dispositif très complexe, on peut prendre le temps d'un diagnostic, même à l'oral, même de façon informelle, peu importe, mais qui est ce temps de réflexion, notamment autour des 3 questions, hein, sur lesquelles on reviendra. Et en termes de temporalité, en général, quels que soient les accords, hein, le thème des accords, il faut 3 à 6 réunions pour aboutir à la production d'un accord. Dans la majeure partie des cas, les négociateurs ont besoin de 4 réunions pour aboutir à la production de leur accord et 2 sont suffisantes dans les plus petites structures. Alors, vous avez ici une fiche outil que vous pouvez utiliser en amont de la négociation de l'accord GEPP avec le dirigeant de l'entreprise pour l'aider à préparer sa négociation et pour l'orienter à travers les différentes. Alors, d'une part, repérer les acteurs de la négociation et d'autre part, l'aider éventuellement à choisir. On a vu que dans certains cas, il y a des possibilités qui sont offertes à l'employeur de choisir la modalité de négociation la plus judicieuse. Donc ça peut l'aider. Et puis tout simplement à préparer la suite de la démarche. Donc quelques questions rappelées. Le niveau d'urgence de la situation, ça pose aussi éventuellement la question plus globalement de la mobilisation
de l'accord GEPP et même plus globalement de l'accord du dispositif Transco. Est-ce que le niveau d'urgence de l'entreprise est bien adapté à la mobilisation du dispositif Transco? Quelles démarches ou actions en lien avec la GEPP et ou avec Transco ont déjà été conduites par l'entreprise? Est-ce qu'il existe des représentants du personnel au CSE, des délégués syndicaux? Quelle est la nature des relations avec eux et entre eux éventuellement? Quel est plus globalement le climat social dans l'entreprise? Est-ce que les acteurs sont plutôt en confiance mutuelle? Est-ce que du point de vue de l'employeur, donc c'est toujours à prendre aussi avec précaution, on s'adresse à l'employeur, mais à ce stade, on n'a pas forcément le regard des partenaires. Donc, est-ce que le CSE, les délégués syndicaux sont proches du terrain de son point de vue et en capacité de faire remonter les préoccupations des salariés? Est-ce que les salariés se sentent bien représentés, toujours de son point de vue? Est-ce que le CSE ou les délégués syndicaux accepteraient d'intégrer les salariés plus largement non élus pour contribuer aux travaux de GEPP? Est-ce que l'ensemble des sujets en matière de GEPP peuvent être abordés avec le CSE, les délégués syndicaux? De son point de vue, quels sont les freins qu'on pourrait observer dans le cadre de la négociation de cet accord GEPP et quelles seraient les conditions de réussite? Alors, vous avez ici un rappel des étapes, de toutes les étapes de négociation d'un accord GEPP Transco en TPE-PME. La première étape, c'est l'identification des acteurs de la négociation. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser le tableau synthétique qui reprend les différents acteurs de la négociation et tout de suite repérer donc les acteurs qui vont être à mobiliser pour négocier l'accord GEPP. Deuxième étape, se mettre d'accord avec l'ensemble des acteurs. Donc, ce n'est pas tout seul dans son coin en tant qu'employeur que je fais ce travail. Se mettre d'accord avec l'ensemble des acteurs sur le cadre de la négociation. Vous pouvez utiliser pour ce faire les questions pourquoi, qui, quoi, où, quand, comment. Donc, pourquoi, quels sont les objectifs, les enjeux de cette négociation GEPP pour les différentes catégories d'acteurs. Donc, en l'occurrence, pour le dirigeant, pour les partenaires qui négocient et pour l'ensemble des salariés, et plus spécifiquement les salariés qui pourraient faire partie du dispositif Transco, donc des emplois fragilisés. Quels sont les acteurs impliqués dans la négociation? Quoi, c'est l'objet de la négociation, de quoi on va parler? Comment les modalités de négociation qu'on va mettre en place? Où c'est le lieu éventuel? Et quand surtout le rétro-planning? À partir du moment où on a fait ces deux premières étapes, on passe à la phase de diagnostic. Une fois de plus, il ne s'agit pas de produire un diagnostic très détaillé, très complexe, etc. Un diagnostic, ça peut être juste prendre le temps de reprendre les 3 mentions facultatives autour de la situation économique de l'entreprise, des perspectives d'activité et de stratégie et des perspectives d'emploi. Ces 3 questions, elles peuvent être discutées dans le cadre d'une des réunions de négociation avec les délégués syndicaux, le CSE ou éventuellement plus largement avec les salariés. Et l'idée, c'est de poser un diagnostic partagé autour de ces 3 questions, tout simplement. Ça peut même se faire oralement, le cas échéant. On n'est pas forcément obligé d'aboutir, puisque cela reste des mentions facultatives dans le cadre de l'accord. Coproduire l'évolution des différents métiers, donc toujours sur la base de ces 3 questions, comment vont évoluer les différents métiers de l'entreprise? Lister les emplois fragilisés, toujours en concertation, rédiger l'accord GEPP en se fondant sur le modèle de l'instruction, le proposer pour signature et ou consultation selon le cas de figure de l'entreprise. Après validation de l'accord, le télétransmettre à l'Adriette sur la plateforme de téléprocédure. Donc là aussi, le lien sera transmis. Réceptionner la confirmation de dépôt. Vous aurez une présentation de la forme que prend le récépissé de dépôt. Et enfin, transmettre l'accord GEPP et le récépissé de dépôt à Transition Pro Île-de-France. Voilà les 10 étapes clés de la négociation de cet accord. Alors, un rappel des conditions de réussite, je les ai déjà évoquées tout au long de ce webinaire, de la négociation d'un accord GEPP dans les TPE-PME. Premier point, impliquer les salariés, le CSE, les délégués syndicaux dès la phase de diagnostic
à minima lors de la phase d'identification des métiers fragilisés. J'insiste sur ce point-là parce qu'il y a un vrai risque à ce que, notamment dans les plus petites structures, le dirigeant élabore dans son coin sa liste des emplois fragilisés, produise son accord et puis le donne pour approbation à ses salariés ou à son CSE. On va le voir par la suite. Si on veut espérer avoir une adhésion, on a quand même tout intérêt à impliquer les salariés le plus en amont possible. Se saisir de cette obligation de négocier pour conduire une vraie mais simple gestion des emplois et des parcours professionnels pour tous les métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, toujours en fonction du contexte de vos interlocuteurs, mais à partir du moment où il y a une volonté de l'entreprise de négocier un accord GEPP Transco, plutôt que de se focaliser uniquement sur la liste des métiers fragilisés, pourquoi ne pas s'interroger plus globalement sur les métiers de l'entreprise et identifier éventuellement des besoins de formation, des besoins de recrutement, donc aller plus largement sur une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels. Se fixer des horizons de prévision réalistes, alors à 2 ans maximum, là on est déjà sur du long terme, hein, mais il y a certaines entreprises qui peuvent se l'autoriser. Ça peut être intéressant de faire une projection à moyen et à plus long terme. Attention quand même à ne pas être sur du trop court terme, parce que si on est sur des horizons de prévision à 1 mois, bah évidemment, on a le temps de rien mettre en place, hein, donc il faut quand même laisser un peu de temps à l'action. S'appuyer, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que pour moi c'est vraiment fondamental, sur les 3 mentions facultatives des accords pour conduire sa GEPP, et ça suffit. Si on se pose ces 3 questions-là, on peut vraiment mettre en place une GEPP de petite entreprise. Bien évidemment, l'implication de la direction générale est nécessaire puisque c'est elle qui sera en capacité d'identifier les orientations stratégiques de l'entreprise et donc de repérer comment ceux-ci vont pouvoir influer sur l'évolution des métiers. De la même façon, définir les évolutions des métiers sur la base de connaissances du terrain, et seuls les représentants du personnel et les salariés eux-mêmes vont être en capacité de dire concrètement, au regard des stratégies, au regard du développement de l'activité, comment ça va impacter, comment ça va modifier nos emplois, nos compétences. Et enfin, donc c'est un rappel de ce que je disais plus globalement, plus le dirigeant va s'appuyer précocement sur ses salariés, sur ses élus du CSE, sur ses délégués syndicaux éventuellement, plus il a des chances en aval que le projet soit approuvé. Je veux dire, si les partenaires se retrouvent avec un projet tout ficelé qui n'a absolument pas été réalisé de façon concertée, il y a plus de risques qu'il soit désapprouvé que s'il a été construit, co-construit avec les principaux intéressés. Vous avez ici une fiche outil toute simple qu'on utilise, moi que j'utilise plutôt avec des TPE, mais qui peut être utile aussi dans des petites PME, qui permet en fait de se représenter de façon synthétique et schématique l'évolution des emplois dans sa structure. L'idée, c'est de proposer aux dirigeants de s'interroger donc au regard des mutations économiques, environnementales, digitales, auxquelles est aujourd'hui ou sera demain confrontée son entreprise, en fonction de la stratégie de son entreprise et en fonction des ressources humaines actuelles de l'entreprise. On va lui demander, donc là aussi c'est quelque chose à faire en concertation bien sûr, de remplir le tableau suivant, donc avec les effectifs actuels, les départs à la retraite ou autres départs prévisibles, les effectifs projetés à 1 an, les besoins en effectifs à 1 an, l'écart justement entre ces besoins et ces ressources à 1 an, les compétences à développer, les compétences éventuellement à recruter, les compétences à transférer en interne et pourquoi pas les compétences amenées à disparaître. Et enfin, dernière rubrique, les solutions à mobiliser, dont Transco. Vous avez ensuite toujours dans cette même fiche outil, 2 exemples de 2 entreprises distinctes. Donc une entreprise de service à la personne où on est plutôt dans une logique de besoin en recrutement ou de besoin en mobilité, donc avec des écarts entre besoins et ressources à -1 et -6. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir recruter une personne sur le poste de comptable et 6 personnes sur les aides à domicile. Et puis un autre exemple
cette fois dans un cabinet médical, où là, on est dans une situation où on risque d'avoir une surreprésentation à 1 an des secrétaires médicales, hein, qui sont 3 aujourd'hui et qui, a priori, dont seulement une serait nécessaire demain. Donc, quelle solution envisager pour les deux secrétaires médicales qui seraient en sureffectif par rapport aux besoins de l'entreprise? Et là, pourquoi pas mobiliser le dispositif Transco. Vous avez ici un exemple d'accord GEPP Transco. Alors, il n'est pas lisible, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en version PDF par ailleurs. C'était juste pour vous montrer à quel point c'est court. Il fait 3 pages, même pas, 2 pages et demie. Il reprend vraiment le modèle de l'annexe de l'instruction sur Transco, et c'est le fameux accord qui a été déposé par une entreprise de 1 salarié. Donc, voilà, c'est possible, c'est simple, c'est succinct. Et je pense que c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour rassurer, convaincre les dirigeants. Vous avez ici également, donc qui vous seront fournis dans un kit avec tous les outils que je viens de vous présenter, un modèle de texte pour l'organisation de la consultation du référendum, donc à destination des salariés, et un modèle de PV de référendum. Donc là aussi, des outils qui peuvent être transmis aux entreprises pour les aider dans cette démarche. Vous avez également un modèle de récépissé de dépôt qui est intégré donc au diaporama. Et puis, je vais juste, avant de tenter de répondre à vos différentes questions, vous présenter la façon dont on envisage de vous appuyer dans le déploiement du dispositif Transco. Donc, comme ça a été rappelé par Isabelle Guénaud en introduction, hein, évidemment, l'appui de l'ARACT, il vient vraiment en complément de tout ce qui existe déjà, de tout ce que vous, vous réalisez déjà en termes d'accompagnement, que ce soit les OPCO ou les différents acteurs du réseau de l'offre RH francilienne. Ce que l'on propose, dans un premier temps, c'est éventuellement d'accompagner sous format appui flash les premières TPE-PME qui souhaiteraient produire un accord GEPP Transco. Typiquement, vous êtes, je prends l'exemple d'un OPCO, vous êtes face à un dirigeant qui a besoin de mettre en place un référendum ou qui souhaite juste s'assurer que son accord de GEPP Transco est correct et valide. Il n'a pas forcément envie de mobiliser la PCRH parce que c'est un peu trop ambitieux au regard de son attente. Vous pouvez l'orienter vers nous et nous, on pourra, dans le cadre d'un entretien téléphonique, par exemple, vérifier ou d'un échange visio, vérifier avec le dirigeant ces différents points. Donc, on est vraiment sur un appui flash. L'idée, c'est pour accompagner les premiers temps du dispositif, probablement que ce sera amené à évoluer au fil de l'eau. Autre suggestion, lorsque le dispositif sera déjà un peu monté en puissance, on souhaiterait animer des web échanges avec les dirigeants, les délégués syndicaux et représentants du personnel au CSE sur la négociation des accords de GEPP. Donc là, l'idée, c'est d'être sur un format beaucoup plus restreint. Web échange, on est une douzaine, une quinzaine de participants et on accompagne de façon très opérationnelle, très concrète les différents participants. Et puis l'idée, c'est aussi qu'ils échangent entre eux justement sur leurs pratiques. Donc sur les accords GEPP. Poursuivre l'étude des accords qui sont déposés en ce moment pour enrichir nos recommandations vis-à-vis des TPE-PME. On se propose également d'assurer une sorte de hotline, on l'avait fait pour certains d'entre vous s'en rappellent peut-être pour le contrat de génération, pour que vous puissiez nous solliciter directement si vous avez des questions plutôt sur le dialogue social, sur la négo, vous pouvez solliciter l'ARACT. Sur des questions vraiment technico-juridiques en lien avec la négociation de l'accord GEPP, nous vous remettrons à l'issue de ce webinaire la liste des services des accords en fait au niveau de la région, au niveau des départements que vous pouvez solliciter et que les employeurs peuvent solliciter s'ils ont des questions spécifiques sur par exemple l'organisation des consultations ou sur des points plus juridiques de la négociation. Et enfin, une de nos propositions également serait de réaliser un retour d'expérience auprès des premières TPE-PME bénéficiaires du dispositif Transco, toujours pour faire le lien entre le dispositif en général et la négociation de l'accord GEPP, et toujours dans l'objectif de pouvoir alimenter nos recommandations à destination des TPE-PME et de promouvoir finalement le dispositif Transco.
Voilà, il nous reste quelques minutes pour tenter de répondre à vos questions. Alors peut-être que donc Isabelle peut revenir parmi nous sur les questions plus en lien avec le dispositif Transco en général. Quelle distinction faites-vous entre l'accord GEPP et l'accord GEPP Transco? Je pense que j'ai répondu à cette question, hein. Donc, vous l'avez vu, l'accord GEPP dans les entreprises de 300 et plus peut équivaloir à l'accord GEPP Transco sous réserve qu'il intègre bien la liste des emplois fragilisés. Si ce n'est pas le cas, il faut entamer de nouvelles négociations pour produire un avenant à l'accord GEPP initial qui comportera la liste des emplois fragilisés. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, comme vous l'avez vu, hein, l'accord GEPP Transco reprend les mentions obligatoires, éventuellement les mentions facultatives, fortement recommandées les mentions facultatives, qui sont présentées dans l'instruction de janvier 2021. Est-ce simplement que ce dernier mentionne la liste des emplois fragilisés? Alors, je suis désolée, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez clarifier ou peut-être préciser votre question? Alors, entreprise de moins de 20 sans CSE, majorité 2/3 des suffrages exprimés, tout à fait, c'est ce qui est rappelé hein, dans la fiche des acteurs. Pour toutes les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de moins de 20 sans CSE, il suffit d'organiser une consultation avec ces salariés et pour que l'accord soit validé, il doit être validé aux 2/3, tout à fait. Alors, Isabelle, peut-être je vous laisse répondre sur les questions plus Transco. Transco est-il mobilisable pour des passerelles entre métiers menacés et métiers en devenir au sein d'une même grande entreprise ou au sein d'un groupe? Jusqu'où va la mobilité? À quel moment est informé l'OPCO s'il n'a pas été sollicité en amont? Dans quel délai l'entreprise reçoit le récépissé de dépôt? Je ne sais pas si vous... Alors, sur les 2 premiers points, alors effectivement, l'idée des transitions collectives, c'est bien d'accompagner, la mobilité, mais dans une perspective de mobilité externe. Donc effectivement, pour qu'un salarié puisse bénéficier, de cette formation, prise en charge, selon la taille d'entreprise, uniquement par AT-Pro ou cofinancé par l'entreprise, il faut bien que son souhait de reconversion vise une reconversion à l'extérieur de l'entreprise. Pour une reconversion interne, on pourrait mobiliser d'autres dispositifs et notamment un autre dispositif financé par l'État qui est le FNE Formation. Donc la ligne de partage est bien entre reconversion externe qui du coup vers les transitions collectives et éventuellement reconversion interne. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une possibilité de cofinancement ou de financement, pardon, par le FNE Formation. Sur à quel moment est informé l'OPCO s'il n'a pas été sollicité en amont? Alors, je suppose que c'est à quel moment est informé l'OPCO de la signature d'un accord de GEPP. Alors, c'est vrai que pour l'instant, alors nous avons la possibilité, grâce à notre système d'information, d'extraire régulièrement les accords qui ont été déposés auprès de la DRIEETS et des DETS et qui ont été enregistrés par la DRIEETS ou les DETS. C'est vrai que sur ces 6 accords, pour l'instant, je ne vous les ai pas envoyés, mais on peut tout à fait convenir que je vous mets dans la liste diffusion, vous, les OPCO, ainsi que les plateformes, de manière à ce que vous soyez informés de la signature d'un accord, sachant que par définition,
un accord de GEPP, un accord collectif, est publié sur Légifrance sous une version anonymisée, voire une version simplifiée parfois à la demande des signataires, mais néanmoins sous cette version anonymisée, on peut tout à fait, enfin cette version anonymisée est entre guillemets publique, donc on peut tout à fait vous envoyer la liste des accords qui ont été signés. Alors, dans quel délai l'entreprise de dépôt? Là, je vais peut-être plutôt me tourner vers ma collègue Nelly Chauvin. Par contre, ce que je peux préciser d'emblée, c'est que d'une manière générale, nous avons reçu pour instruction d'enregistrer dans les meilleurs délais les accords de GEPP Transco qui auraient été déposés auprès de la DRIETS ou des DETS. Et a priori, alors c'est vrai que nous avons peu d'accords pour l'instant, mais néanmoins, c'est ce à quoi nous nous attachons, les enregistrer très rapidement. Alors Nelly, Nelly, oui, la parole. alors la parole non, mais en revanche, elle peut répondre peut-être si elle a l'information via le chat. Ah oui, c'est vrai, elle n'a pas la parole. En attendant sa réponse, les conseillers de Pôle emploi en lien avec les entreprises ont-ils tous été formés via cet excellent webinaire? Alors merci déjà, et je pense qu'ils ont été en tout cas informés probablement de l'existence de ce webinaire au moment des invitations. Je ne sais pas, Isabelle, là-dessus, si tu as des éléments sur les conseillers de Pôle emploi. Est-ce que tu sais s'ils ont été informés de l'existence de ce webinaire? De toute façon, hein, Enfin, du coup, il faudrait que je reprenne la liste. Enfin, ouais, j'imagine que Pôle emploi était dans la liste de diffusion, mais bon, et là, je ne peux pas répondre. Il faudrait que je reprenne la liste de diffusion. d'accord. Alors de toute façon, un replay sera disponible. On peut aussi envisager, si on sent qu'il y a de nouveaux besoins, organiser éventuellement un nouveau webinaire à la rentrée. Ça peut être envisagé, ou des web échanges pour approfondir peut-être certains points. Ça peut être aussi une piste à creuser avec vous. Alors, je te coupe la parole. Alors, effectivement, en matière de, comme vous le précisez par écrit, en matière de reconversion interne, on peut également faire appel au dispositif POA. Alors, est-ce que l'on a une réponse de Nelly? Je vois pas. Alors, bon, je ne sais pas, je vais peut-être m'avancer. Je pense que le récépissé de dépôt doit être émis dès qu'il y a téléchargement de l'accord par l'entreprise. Alors ça, je le dis, c'est un peu par déduction, j'espère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, un point que vous devez retenir d'une manière générale, c'est qu'encore une fois, nous instruisons c'est pas vraiment, nous enregistrons dans les meilleurs délais les accords qui ont été déposés en entreprise, sachant que nous effectuons un contrôle de conformité, comme je le disais en amont, mais nous n'examinons pas l'accord sur le fond. Pour répondre aux questions, est-ce que toutes les ARACT en région disposent des mêmes outils que l'ARACT Île-de-France et aussi du même type d'accompagnement? Non, pas tout à fait, parce que d'abord toutes les ARACT ne sont pas positionnées sur Transco. Donc on a justement une réunion, la réseau, on est en train de s'organiser un peu pour voir qui est positionné sur Transco et qui ne l'est pas. Les outils que je vous ai présentés sont des outils franciliens. Néanmoins, on les partage bien évidemment avec l'ensemble du réseau. Donc ils pourront, enfin les autres ARACT pourront disposer de ces outils. Après, on n'a pas forcément exactement le même processus, le même fonctionnement en termes d'accompagnement. Ça dépend un peu aussi des caractéristiques et de la façon dont est structuré Transco
au niveau régional. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes. Je sais qu'il y a certaines régions, par exemple, qui n'envisagent pas forcément, dans un premier temps, en tout cas, de web échange directement à destination des négociateurs en entreprise, qui passent en revanche par la formation plutôt des consultants de la PCRH, sachant que nous, en Île-de-France, on avait déjà pas mal travaillé avec les consultants. Ça peut être envisagé à nouveau, hein, mais on avait déjà pas mal travaillé sur la question du dialogue social et de l'appui à la négo avec les consultants franciliens. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est moins un sujet, par exemple. Voilà, donc il y a des spécificités régionales, mais il y aura des outils, en tout cas les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui seront évidemment partagés avec l'ensemble du réseau, donc pourront être accessibles à toutes les ARACT et transmis aux différents acteurs de l'offre RH en région. Alors, nous avons bien la réponse de ma collègue Nelly Chauvin du pôle travail. Donc, les récépissés de dépôt sont délivrés sous quelques jours. Des consignes, comme je vous le disais, des consignes ont été envoyées en ce sens au service. Le délai pourra augmenter suivant la montée en charge du dispositif, effectivement. Alors, pour un groupe multirégion, comment procéder dans ce cas? Tout dépend après de la façon dont le groupe souhaite et peut négocier. Donc après, si par exemple la négociation s'opère au niveau du siège, au niveau du groupe, dans ces cas-là, vous pouvez vous adresser. Si on est toujours sur la question de l'accompagnement par les ARACT, vous pouvez vous adresser à l'ARACT régionale. Après, je pense que de toute façon, on arrivera d'une manière ou d'une autre, on arrivera à vous accompagner, à accompagner le groupe qui souhaite mettre en place un accord GEPP Transco. Donc, voilà, on est aussi en phase de balbutiement, c'est en train de se construire, donc on construit aussi l'offre du réseau en fonction de vos besoins. Je pense que quoi qu'il arrive, vous arriverez à mobiliser les outils et les ARACT si besoin pour accompagner cette entreprise, qu'on soit sur une négo au niveau du groupe, au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un établissement. Mais écoutez, je pense qu'on a répondu. Alors, l'ARACT-Aura a développé pas mal d'outils également. Seront-ils mis à disposition des acteurs franciliens? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a certains qui sont communs. Donc, oui, il y a tout à fait un partage. Je pense que là, dans les outils que je vous ai présentés, on a globalement les outils qui sont proposés au niveau d'Aura sur l'accord GEPP Transco. Mais absolument. Combien d'accords ont été signés? 6. Hein. Pour l'instant, on en est toujours à 6, Isabelle. Alors, 6 enregistrés. 6 enregistrés. Donc, il peut y avoir un petit écart entre les accords, bien évidemment, qui sont en négociation, voire qui sont déposés. Mais en tout cas, là, on est sur 6 enregistrés. Alors, y a-t-il... Pardon. Oui, pardon. Juste, donc, 6 enregistrés, et pour aller dans le sens qui était souligné tout à l'heure par Marussia, sur les 6, de mémoire, on est bien sur 3 accords dans des entreprises de moins de 250 salariés, dont 2. Donc, il y a l'entreprise qui, du coup, n'avait qu'un seul salarié. Mais on a une autre aussi, une entreprise où il y a moins de 20 salariés. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'au final, donc à peu près, on va dire 50% qu'on a reçus et enregistrés sont sur des entreprises de moins de 250 salariés. Donc, il est difficile à ce stade de se projeter et de savoir si c'est significatif de ce que seront les pratiques dans les TPE-PME, mais en tout cas, ça montre bien qu'il est tout à fait possible de négocier et de signer ces accords de GEPP dans des petites entreprises. Moyennes, mais en tout cas, y compris les petites, puisqu'on a sur des entreprises de moins de 20 salariés.
Il y a une question qui est posée, y a-t-il une possibilité de référendum en distanciel? Alors, distanciel, c'est compliqué dans le sens où il faut s'assurer du respect du secret du vote. L'enjeu, c'est ça. Donc, par exemple, par mail ou en distanciel, à partir du moment où il y a une identification des votants, ça rend les choses difficiles. Après, ce qui peut éventuellement être envisagé en distanciel, c'est une sorte de sondage, mais il faudrait un sondage qui garantisse le respect de la confidentialité des votants. Bon, après, une fois de plus, hein, c'est vrai que le cadre peut paraître extrêmement formel, hein, des référendums, des consultations, il y a des règles à respecter. Ce qu'il faut quand même savoir pour rassurer aussi les dirigeants, c'est que ces règles, elles sont mises en place pour éviter des contestations ensuite des votes. Les contestations des votes, elles sont quasi inexistante dans les petites entreprises parce que la plupart du temps ça se fait en bonne intelligence et que il y a pas d'enjeu majeur sur la façon dont vont être respectées les consignes à la lettre sur la mise en place d'un bureau de vote et d'une consultation. Donc il ne faut pas non plus y accorder plus d'importance que cela, mais effectivement il y a quand même un enjeu de respect de la confidentialité et de respect du secret du vote qui fait que le distanciel peut être un peu compliqué pour cette question où, je vous le dis, il faut mettre en place un sondage ou un système qui garantisse le respect du secret du vote. Comment être informé des web échanges? Alors, ben ça, on va faire ça au fil de l'eau. En fonction, si on sent qu'il y a alors à travers les comités de pilotage hein, qui sont organisés mensuellement, on pourra avoir un retour de votre part, hein, de la part des différents acteurs de l'offre RH, des OPCO, sur on a des besoins, les entreprises aimeraient bien être accompagnées. Si on sent qu'il y a un peu une montée en puissance de ces besoins, de ces attentes, on organise très rapidement des web échanges et dans ces cas-là, on vous mettra bien évidemment dans la boucle pour que vous puissiez communiquer l'information à vos adhérents. Alors, sur les 6, combien de TPE sans CSE? Alors, de toute façon, sur les 6, on a une TPE, il me semble, Isabelle. Je vais les reprendre. Ouais, je viens de regarder là sur celle qui avait moins de 20 salariés, il y avait bien un CSE. Donc là, voilà, faudrait. On n'a pas tous les accords en tête, pour être tout à fait honnête. Il faudrait regarder à nouveau accord par accord. Mais en tout cas, voilà, sur celle qui a signé un accord avec et qui avait moins de salariés, il y avait bien un CSE. Oui, il me semble qu'on a sur les 3, en fait, il y en a 3, il y a celle de 1 et les deux autres ont des CSE. Oui, oui, je pense. Alors, concernant les plateformes, est-il possible d'avoir plus d'informations? Alors là, c'est pas l'objet de ce webinaire. Oui, alors, en fait, oui, tout à fait. Alors sachez simplement que les plateformes se sont mises en place concrètement au cours du premier semestre et qu'on va vraiment rentrer dans une phase active là, à partir de cet été. Donc, effectivement, on va essayer de communiquer un peu plus sur les plateformes et de faire en sorte aussi qu'il y ait plus d'échanges entre les plateformes et les autres acteurs des transitions collectives. Mais c'est vrai que là, sur cette première étape, ce premier semestre, on était surtout en phase de mise en place des plateformes, mais sachant que malgré tout, certaines ont déjà commencé bien évidemment, à informer sur les transitions collectives et à organiser elles-mêmes des webinaires d'information sur les transitions collectives. Je pense notamment
par webinaire ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je pense notamment à la plateforme portée par le GIP de Roissy et à la plateforme Grand Orly Sainte-Bièvre, qui a, pas plus tard qu'hier, je sais que Valérie Maury fait partie du public aujourd'hui, la plateforme GOSP a organisé déjà 2 webinaires, dont un hier ou avant-hier. Très bien. Mais écoute, je pense qu'on a répondu. Bon, alors, pour un salarié, l'accord a donc juste été signé avec le salarié. Oui, tout à fait, puisque, alors, comme quoi, c'est pas si protocolaire que ça. Effectivement, vous avez raison. Logiquement, dans la mesure où on était dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'employeur aurait dû organiser une consultation. En même temps, une consultation avec un seul salarié, forcément, le respect du secret du vote ne peut être entendu. Et dans ce cas de figure, bien évidemment, la négociation peut se faire directement avec le salarié concerné. Et ils sont, en effet, le salarié est signataire de l'accord au même titre que l'employeur. Et c'est validé au niveau des services de la DRIETS. Hein. Donc voilà, ce qui montre bien que il y a une souplesse et du bon sens tout simplement hein, dans la validation de la conformité hein, des accords qui sont déposés. Donc oui, effectivement, l'accord a été signé avec le salarié. Normalement, logiquement, si on est sur un peu plus de salariés, mais qu'on est quand même dans une TPE, il ne faut pas qu'il le signe. C'est souvent enfin, d'ailleurs, j'en profite parce que c'est ce que j'ai pu observer dans pas mal d'accords déposés, notamment au moment de la mise en place du CSE. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait signer leurs salariés en l'absence de CSE. Donc tous les salariés ont signé directement l'accord. Or, en l'occurrence, l'accord, pour qu'il soit valide, il doit être voté. Donc, il faut quand même organiser une consultation, même si on a vu que ce n'était pas très compliqué. Mais c'est bien la consultation qui validera l'accord et non la signature hein, par les salariés directement. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête parce que là, on a déjà dépassé le temps, je viens de répondre à cette question. Donc non, c'est pas possible d'alléger le processus. Mais comme je vous le disais, là, avec le PV de référendum, les notes d'information, c'est vraiment pas compliqué d'organiser un référendum. Et même pour 2 ou 3 salariés, c'est vrai que logiquement, il faut quand même qu'il y ait une consultation. Voilà, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et donc vous recevrez les différents documents évoqués dans un premier temps, donc à l'issue de ce webinaire, hein, le diaporama et la liste des interlocuteurs, hein, des services des accords des régions et départements à solliciter sur des questions d'ordre juridique sur la partie négociation et accord. Et puis, dans un second temps, probablement autour de mi-juillet, nous vous adresserons un lien vers le kit où vous retrouverez les différentes fiches outils, mais justement sous forme de fiches outils. Et puis, d'autres outils, pourquoi pas d'autres ARACT, le cas échéant. Merci à tous. Excellente journée. Merci. Au revoir.